Salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. C'est Kiban Chadrak. Je suis très content. J'espère que vous êtes là. Vous pouvez partager le live dans vos groupes, dans vos stories, sur vos statuts. En tout cas, ça me fait plaisir de vous recevoir sur la Key Sharing Time. C'est un moment de partage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important, c'est la gestion du stress dans la prise de parole en public. Pour invité spécial, j'ai Monsieur Narcisse, que j'appelle NK. C'est un conférencier, le fondateur, sinon la tête de NK Consulting, qui est une entreprise qui offre des prestations. Il aura le temps de mieux en parler lui-même à la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que ces moments seront des moments très enrichissants pour vous et vont vous apporter de grandes choses. Je vais rapidement ajouter mon invité et pendant ce temps, je t'invite, si tu es là, à partager massivement le live. Oui, salut Keban, Allô? salut. Oui, bonjour à tous. J'espère que mon micro est activé. Ouais. Allô, tu me reçois, Monsieur Narcisse? Oui, je te reçois très Il y a bien. un problème de son apparemment. Un instant, je vais voir. On me reçoit là? Maintenant, moi, je vous reçois très bien. Je me demande si vous m'entendez aussi. Oui, je vous entends très bien, je vous entends très bien. En tout cas, je vous ai Ok, c'est parfait. présenté. Pardon? Je vous ai C'est parfait. présenté, Je crois j'espère qu'il y que a une latence pendant que nous parlons. Donc, je te laisse parler. il y a un problème de son, je pense, de nos deux côtés. Je disais, je vous ai présenté pour ce live, je disais que vous étiez conférencier à la tête du NK Consulting et c'était un moment que nous allons passer, nous allons essayer d'aborder pendant au moins quelque chose de 45 minutes sur la prise, la gestion de la prise, la gestion du stress dans la prise de parole en public. Donc, je vais vous laisser Tu vous stresses déjà. un tout petit peu avant qu'on puisse commencer. Voilà, donc je suis Narcisse Kiwari. Merci déjà, Keban, de me recevoir sur ton plateau, sur ta page et dans ce programme spécial qui est le Key Sharing Time. Je suis Narcisse Kiwari, résident à Brazzaville au Congo, professionnel dans le secteur des télécoms, avec un parcours professionnel assez varié, ce qui me donne quelque part la légitimité de pouvoir partager avec vous quelques astuces sur la gestion du stress dans la prise de parole en public. Parce que oui, j'ai connu le stress à une certaine époque, j'ai connu le stress dans la prise de parole en public, dans mes relations, dans mes rapports également avec mes collègues, lorsqu'il fallait parler pendant des réunions, lorsqu'il fallait aussi s'exprimer pendant des événements, des grands événements, tant en ligne que en présentiel. Et donc ce soir, je vais partager avec vous quelques astuces et j'espère que la session sera interactive. Il y aura des questions, vous pourrez aussi éventuellement contribuer et nous serons mutuellement édifiés. Voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas si je devais vous laisser commencer avec votre présentation, votre PowerPoint que vous avez préparé. Il y avait quelques questions que j'avais déjà reçues. Ben, je vais poser au fur et à mesure avec votre PowerPoint, quoi. D'accord. Il y a pas de problème. Je crois que certaines questions trouveront leur réponse aussi pendant que nous allons avancer. J'ai quand même D'accord. cette certitude. Voilà. Merci, Keban. Mais avant tout, j'aimerais quand même avoir un petit retour. Si certains sont là, qui peuvent déjà faire un petit signe. Bonjour, nous sommes là. Oh, ils étaient En là, ils direct. étaient là. No problem. On va, Ça va. ok, on va donc continuer. On va poursuivre avec notre programme. J'espère qu'ils nous rejoindront. Sinon, les autres pourront nous suivre en différé. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prise de parole en public, gestion du stress dans la prise de parole en public. Nous sommes tous confrontés à cela, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu professionnel, comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation. Peu importe le secteur où nous sommes, nous avons eu à faire face à un certain stress dans la prise de parole en public. Je ne crois vraiment pas que quelqu'un s'est levé et a eu des prédispositions bon matin comme ça à parler en public sans gêne, sans stress. Non, je ne crois vraiment pas à cela. Je crois qu'à un certain moment,
nous avons tous éprouvé du stress et certains ont réussi à gérer ce stress, à le surmonter et d'autres continuent encore à le manager comme ils le peuvent. Voilà. Alors, le stress, il peut être assimilé à la peur également. Il peut être assimilé à la peur qui est en fait une réaction, n'est-ce pas, Kéban? C'est la peur. Moi, je vais te poser une question. Lorsque tu te tiens debout devant le public, Kéban, je te prends au dépourvu. Oui. Tu peux me dire pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur pendant que tu es en public, comme ça, quand tu te tiens debout? C'est beaucoup de choses. Je peux dire, il y a d'abord la peur de ne pas être à la hauteur qui peut arriver. Et si je n'étais pas à la hauteur, genre si le public n'arrive, si en fait, si il n'arrivait pas à avoir une forme de relation entre le public et moi et que je disais du n'importe quoi, ça arrive. La deuxième chose, c'est, et si j'ai un public qui connaît mieux que moi, ça aussi c'est difficile. Et après le reste, je pense que c'est par rapport au public, quoi, ce qui arrive à les santé, l'environnement, ça peut faire peur, surtout si c'est un environnement qu'on n'a jamais eu à aborder avant, quoi. Oui, oui. C'est vrai, ce sont des éléments qui font peur, effectivement. Je me suis plusieurs fois retrouvé devant des audiences de personnes beaucoup plus avancées que moi, tant en termes d'âge qu'en termes de connaissances aussi. Pour la petite histoire, chez un de mes anciens employeurs, j'étais parmi les plus jeunes du comité de direction dans lequel nous étions. Donc parfois, il fallait présenter les résultats de mon département devant des personnes qui étaient là, des gens âgés quand même, et qui pouvaient facilement me poser des questions déstabilisantes. Et j'avais souvent peur aussi de ne pas être à la hauteur, comme tu l'as dit, Kéban. Mais ce que nous devons noter, c'est que la peur en soi n'est pas toujours négative. Tout dépend de comment nous la recevons. Il faut comprendre que la peur ou le stress est une réaction de notre corps, est une réponse de notre organisme à une sorte de menace. Souviens-toi, je t'ai fait la petite anecdote de lorsque tu as été poursuivi par un chien. Je ne sais pas Oui. si vous n'avez jamais été poursuivi par un chien dans votre enfance, vous avez manqué quelque chose en tout cas. Ça, je peux vous dire. En tout cas, quand vous êtes poursuivi par un chien, vous avez de la peur, il y a de l'adrénaline qui monte en vous. C'est une substance chimique dans votre corps qui vous booste quelque part, qui vous donne des capacités extraordinaires que vous n'aviez pas au départ, enfin que vous ne saviez pas avoir au départ. Donc, vous pouvez sauter facilement un mur de 2 mètres, escalader un mur de 2 mètres, pardon, je corrige, escalader un mur de 2 mètres en un rien, simplement parce que il y a le chien qui est là, un gros chien qui vous poursuit, et il y a une montée d'adrénaline. C'est ça, en fait, la peur. La peur, si nous ne canalisons pas l'énergie qui vient avec la peur, ben, elle peut être destructrice, elle peut également nous distraire et nous faire échouer dans ce que nous voulons faire. Donc, retenons que la peur, c'est d'abord de la chimie aussi au-dedans de nous. Donc, il y a de l'adrénaline qui est créée, qui est générée au-dedans de nous. Et cette adrénaline va booster nos muscles. Et pour que toute cette énergie qui vient avec l'adrénaline s'évacue, il nous faut être en mouvement. Il nous faut faire quelque chose, être en action. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez certains orateurs qui, pendant qu'ils s'expriment, ils marchent un peu de part et d'autre. Certains vont frotter les mains, peut-être sans qu'on les voie. D'autres vont commencer à trembler. Si vous ne dégagez pas cette énergie, vous allez commencer à trembler et ça peut vous déstabiliser vraiment. Donc, si je comprends bien, je peux dire que cette peur ne quittera jamais, ça fera partie de nous tout le long de pendant tous nos speeches, nos discours ou nos prises de parole en public. Je peux dire oui, mais elle baissera en intensité. Elle baissera en intensité alors que nous avançons, alors que nous avons davantage confiance en nous-mêmes. Parce que la peur, je ne l'ai pas dit aussi, ça vient du fait qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Ou quand on ne connaît pas assez notre sujet, ben, ça crée une sorte de doute en nous. Est-ce que je suis à la hauteur? Et tout ça, ça crée la panique et ça génère. Donc, plus nous allons nous exercer à nous tenir, à prendre des rôles de prise de parole en public, accepter de nous jeter à l'eau, ben, plus cette peur ne va pas forcément disparaître, mais elle va s'amenuiser, diminuer et jusqu'à ce que vous puissiez la gérer, quoi. Un peu comme je m'efforce de le faire. D'accord. Je fais un aveu, le stress est toujours là, mais je le gère d'une certaine manière
Et les fins observateurs pourront le percevoir. Mais bon, pour le commun des vivants, on dira oui, Narcisse est courageux, il gère le stress, et ainsi de suite. D'accord, Voilà. d'accord. Et je crois que c'est l'un des objets de notre conversation ce soir. Oui, le stress et la peur. Exactement. Alors, comme je l'ai dit, le stress, la peur, ça crée de l'adrénaline en nous et il faut que nous puissions laisser notre corps s'exprimer. Il faut qu'on évacue toute cette énergie d'une certaine manière. Et comment l'évacuer? Je l'ai dit, certains orateurs vont se mettre à marcher de part et d'autre pendant qu'ils parlent. Vous verrez certains qui vont mal gérer ce stress, vont commencer à faire des mouvements arrière vers l'avant, ou bien vont bouger d'une certaine manière. D'autres vont avoir des sourires voilà, superflus, ils vont sourire de façon incessante, rigoler sans maîtrise, avoir des gestes incontrôlés. Et pour celui qui regarde, ça va paraître vraiment gênant et très gênant. Voilà ce qu'on peut dire. Je crois que tu as déjà vécu cela d'une certaine manière. Effectivement, plusieurs fois, oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, pour aller encore de l'avant, un autre moyen de gérer le stress, ça peut aussi être de boire de l'eau avant ou pendant votre prise de parole. Mais attention que ce ne soit pas trop gênant pour ceux qui vous regardent. Vous allez le faire, par exemple, pendant une petite pause, pendant que vous vous apprêtez à sauter sur un autre sujet. Là, vous allez prendre votre verre d'eau, comme moi je l'ai. Bon, je ne prends pas parce que je suis stressé, mais parce que j'ai la gorge sèche, effectivement. Ok. Peut-être une expression de stress, je ne sais pas. Voilà. Là, j'ai la gorge un peu mouillée. Et voilà. Parce qu'une chose que j'ai dite aussi quand je partageais l'événement sur les réseaux sociaux, une autre manifestation de stress, c'est la gorge sèche. Là, votre bouche, ça sèche et la gorge se serre. Et en réalité, il faut juste hydrater votre bouche, il faut hydrater votre gorge pour continuer à parler normalement et vous exprimer. Et quand vous parlez beaucoup aussi. Oui, vas-y. Et si on se retrouve, par exemple, moi j'ai connu des publics comme ceux des Winners Chapel, c'est vraiment pas un public qui vous permet de prendre l'eau en pleine prestation. Comment faire dans ce genre de cas quand on sent vraiment que on n'en peut plus? Malheureusement, il y a des situations sans retour. Il y a des situations vraiment où vous ne pouvez rien faire. Oui, j'ai été interprète, pour la petite histoire, j'ai été interprète aussi à Winners Chapel à une époque donnée. Et donc, voilà, ça va très vite. Pendant 30 minutes d'affilée, vous êtes avec l'orateur ou si c'est toi qui es orateur, tu vas parler sans t'arrêter. Et voilà, la gorge va s'assécher. Tu es obligé de subir d'une certaine manière. Wow. Voilà. Mais ça, l'une des astuces, c'est de boire de l'eau. Boire de l'eau avant de vous tenir devant. C'est très important. Voilà. D'accord. Voilà. On peut prendre une autre astuce. Une autre astuce, c'est d'aller, on ne va pas dire le ventre plein, mais grignoter quelque chose quand même. Ne soyez pas affamé quand vous êtes prêt à prendre la parole en public, ou bien quand vous savez qu'à un moment donné, vous devez prendre la parole en public. Je me souviens, j'étais modérateur ou MC pendant un mariage, il y a à peu près 10 ans de cela. C'était en tout cas mes débuts dans ce que je faisais. Alors, je n'avais pas mangé avant d'aller à cette soirée où j'étais MC. Ah, j'étais mal ce soir-là. J'étais vraiment mal. Donc, non seulement je n'avais pas l'appétit, et j'avais aussi peur de manger quelque chose qui après m'indispose et m'impose à m'éclipser un moment, aller dans un coin secret, aller faire la poste, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas nommer cela. Mais il y avait cette crainte de manger quelque chose qui m'indispose après, ou bien boire un bissap ou un tangawiz très fort après qui va créer des choses dans mon ventre, alors que je suis censé être debout devant. Donc, j'étais très mal ce soir-là. Alors, la leçon que j'ai apprise à mes dépens, malheureusement, même si j'ai appris cela d'autres orateurs, c'est qu'avant d'aller parler, il ne faut pas avoir le ventre vide. Il faut quand même grignoter quelque
faut pas le ventre serré, mais avoir quelque chose dans le ventre, quoi. Voilà, c'est très important. Wow. Et dans le cas où cette loi s'applique pour des longues, courtes, moyennes interventions, ou c'est une loi classique, en fait, que vous proposez? Oui, bon, je crains un peu de donner des lois vraiment fermes. Je préfère donner des principes. Là, c'est vraiment un principe. Ça peut ne pas s'appliquer chez tout le monde, mais de façon générale, il est recommandé de ne pas aller parler le ventre vide. Pire encore, si vous devez faire une session de stand-up, parler pendant 30 minutes, vraiment pendant de longues durées, c'est pas recommandé. Bon, si vous êtes si vous êtes dans une période de jeûne pour les chrétiens, vous devez vous tenir devant la chair, vous êtes à jeun. Bon, là c'est différent. Vous êtes préparé psychologiquement à gérer cela. Mais si c'est un cas normal, hein, une situation de tous les jours, faire une présentation en réunion, faire une présentation où que ce soit, bah, il est recommandé de ne pas avoir le ventre vide, quoi. D'accord. Voilà. On va prendre une autre astuce, un autre point très important, la vulnérabilité. Nous avons souvent peur d'être vulnérables devant les gens, de nous montrer dans notre faiblesse, je dis entre guillemets, quoi, dans notre faiblesse. Voilà, nous avons le complexe de nous montrer forts, intelligents, puissants, tout est parfait, tout est propre, tout marche bien, rien à se reprocher. Nous nous arrangeons toujours à préserver cette image. C'est bien, oui, mais à certains moments, notre auditoire veut voir une personne vraie, une personne authentique, une personne qui s'identifie à eux aussi, une personne qui peut avoir des manquements, une personne qui peut trébucher parfois, qui peut parfois bégayer. C'est pas mauvais, c'est pas grave quand vous tenez devant des gens de dire ah ben vraiment excusez-moi, je me sens très stressé, c'est la première fois pour moi de me tenir devant vous, je ne l'ai jamais fait, donc mais étant donné que j'avais quelque chose à partager avec vous, j'ai quand même tenu malgré cette peur, malgré cette intimidation, de me tenir de vous parler. Rien que dire cela va davantage vous connecter avec votre public, votre auditoire, et vous-même vous rendra plus à l'aise. C'est comme lorsque... Oui, vas-y, Kevin. C'est pas que cette méthode ou cette façon de faire pour un certain public, ça peut déconcentrer, perdre leur attention, dire que bah voilà, je suis une personne qui n'est pas assez expérimentée, créer une forme de distraction ou Oui, il y a ce risque-là, justement. Je pense un peu aux étudiants. Les étudiants sont souvent très, très titillants dans ce sens. Quand nous nous montrons vulnérables devant eux, ben, ils profitent de ça pour davantage nous enfoncer. Il faut bien identifier le public. Nous montrer vulnérables, oui, ça peut nous faire perdre en crédibilité, mais il est important de rappeler le pourquoi, de nous rappeler d'abord nous-mêmes le pourquoi nous prenons la parole et de dire aussi au public pourquoi nous prenons la parole. Notre crédibilité se trouve dans notre pourquoi. Par exemple, tu es une, pas toi, mais une personne quelconque, une dame par exemple, a vécu des situations difficiles dans son enfance, a été abusée par exemple, et aujourd'hui elle est restaurée et elle veut partager son expérience, son parcours avec d'autres jeunes dames. Elle va se tenir pour la première fois devant ces jeunes dames, mais si elle dit oui, c'est la première fois de me tenir devant vous, mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, moi étant restauré, je veux partager avec vous mon parcours, je veux partager avec vous ce que j'ai fait et je suis sûr que parmi vous, d'autres personnes vont pouvoir sortir de ces frustrations, sortir de ces blessures. Voilà. Là, elle a rappelé le pourquoi elle est là devant. Les gens ne vont plus se focaliser sur sa situation de stress, sa situation de timidité peut-être, mais vont plutôt se focaliser sur le pourquoi elle est debout, sur son histoire. D'accord. Voilà. C'est très important. Donc, quand nous sommes vulnérables, n'ayons pas peur de notre vulnérabilité. Bien sûr, pas devant des étudiants. Hein. Il faut bien voir votre... Moi, je pense que ça dépend aussi de où on est, parce que moi, je me rappelle, on m'a invité dans une ville, là, je pense, Colmar, en France. Et lorsqu'on m'a présenté, celui qui m'a présenté a eu le soin de dire que c'était ma première fois d'aborder ce thème-là.
Il me dit, il apprend, il est nouveau, il apprend. Et du coup, ceux qui m'écoutaient m'avaient été quand même tolérants avec moi. Mais je ne pense pas qu'on fasse une chose comme ça au Congo devant, exemple, à Marien Gwabi dans l'amphithéâtre. On dit que c'est un stagiaire, par exemple. Je suis plus sûr qu'ils accorderont la même importance qu'ils auraient accordé si on ne leur disait rien. Oui, bon, tu as quelque part à la fois raison, mais supposons que tu es dans cette situation, effectivement. On te présente de cette manière, tu es dans cette situation. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est là, en fait, la question, quoi. Un moyen de transmettre le message, c'est de connecter avec son audience. Okay. Et c'est en avance, avant même d'aller devant cet auditoire, d'abord de connaître cet auditoire. Bon, je ne sais pas si je vais aborder d'autres points ou sortir de mon sujet, mais c'est pas grave, ça fait partie de la prise de parole en public. Donc, avant d'aller devant un auditoire, il est important de connaître son auditoire. Il est important, voilà, de trouver des ponts entre toi et ton auditoire, ou bien entre ton histoire, entre ton message et ton auditoire. Et quand tu as trouvé ces ponts-là, garde-les en sécurité, garde-les quelque part. Dans les situations comme celle que tu m'as citée là, ces ponts que tu auras identifiés vont servir de connecteurs, vont servir de common ground, on dit en anglais, de terrain d'entente ou point commun avec ton auditoire. Par exemple, pour les étudiants, pourquoi pas raconter votre histoire? Oui, bon, je me souviens, j'étais dans la chambre numéro 301. Bon, moi, je n'ai pas été ici à Marien Gwabi, j'étais de l'autre côté. Et donc, dites par exemple que voilà, j'étais au campus, dans la chambre temps. À l'époque, nous avions, voilà comment ça se passait. Il fallait prendre de l'eau au rez-de-chaussée, monter au troisième. Ou bien quand les gens avaient le gari, bon, c'était la fête. Voilà, trouver une histoire qui va non seulement vous détendre vous-même, détendre aussi l'auditoire et emmener l'auditoire à vous accepter, à se dire oui, voilà un des nôtres, nous pouvons l'écouter, nous pouvons lui accorder notre attention. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment très important. Si vous êtes devant une vulnérabilité, devant un public hostile, il est important de trouver un point commun. Voilà. Merci. On va avancer. Voilà, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Faites-vous des amis dans le public. Le fait de raconter une histoire commune, trouver des points communs, ça rejoint le fait de se trouver des amis dans le public. Mais dans le cas d'espèce aussi, oui, dans un cas d'espèce, vous êtes devant un public donné, des étudiants ou voilà, une présentation. C'est important d'identifier dans le public 2-3 personnes, idéalement à votre gauche. Chez vous, ça montre à la droite, je crois. En tout cas, idéalement à votre gauche, au milieu et à la droite. Identifiez des visages, des personnes qui vous suivent avec attention. Vous savez, l'expression faciale, oui, ça parle. Comme on le dit, ce sont des expressions faciales. Quand quelqu'un vous accorde de l'attention, vous pouvez le voir dans son regard, dans sa façon de vous regarder. Elle va froncer le front, elle va se froncer le visage, voilà, froncer le visage. Elle va peut-être hocher la tête, elle mettra la main sur le menton. Quand vous allez dire quelque chose, elle va avoir une certaine réaction. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont attentifs dans l'auditoire et il faut pouvoir identifier ces gens et vous focaliser parfois sur ces personnes-là. Pendant que vous parlez, vous faites 1 minute au milieu, après vous regardez vers la gauche, vous faites 1 autre minute, vous regardez, vous parlez comme à cette seule personne-là. Essayez de connecter à cette personne. Les autres vont réaliser que oui, vous parlez à quelqu'un et ils vont s'attendre à ce que vous aussi vous les regardez. Ils vont se dire, ben oui, mais qu'il me regarde aussi. Moi aussi, il doit me parler. Et en le faisant, voilà, ça va vous-même vous libérer, quoi. Ma question, c'est, parlons des réactions, parce que moi, j'ai connu des publics quand même où lorsqu'on essaie de parler, on a l'impression que le public, il participe aussi au discours ou au speech. Et parfois, c'est un peu, ça crée une forme de distraction. Moi, personnellement, parfois, ça me déstabilise de retrouver, par exemple, quand vous essayez de parler, une personne qui dit et d'autres personnes qui essaient même de compléter ce que vous dites. Et comment vous gérez ça? Vu que vous dites qu'il faut se faire des amis, il y a des gens qui prennent trop de la confiance et ils se disent que oui, je dois participer, quoi.
Il y a des façons gentilles également de temporiser les personnes, quoi. Ok. Des façons gentilles, quoi. Il faut pouvoir dire gentiment à la personne, merci vraiment de ta participation, mais je te prierai d'être plus attentif, hein, laissons les autres comprendre ce qu'on a à partager. D'accord. C'est pas, comment je peux le dire? J'ai été confronté à des cas comme ça. J'essaie de me souvenir ce que j'avais utilisé comme astuce. Voilà. Tout dépend aussi de la personne. Si c'est une personne qui semble être orgueilleuse, qui veut montrer qu'elle aussi connaît, vous pouvez essayer de lui renvoyer la balle. Un peu comme au ping-pong, quoi. Dites, appelez la personne. Oui, cher ami, oui, comment vous appelle? Oui, bon, je m'appelle un tel. Oui, bon, je vois que vous participez vraiment à cet échange. Vous semblez connaître le sujet aussi. Mais est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez un peu compléter, dire ce que, enfin, dire quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit. La personne va se sentir, enfin, si elle est libre, elle va quand même s'exprimer d'une certaine manière. Attention qu'elle ne déborde pas. Il faut pouvoir aussi la couper s'il le faut, si c'est nécessaire. Mais dans la plupart des cas, la personne va dire non, 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 je n'ai rien à dire, non, parlez, parlez, c'est bon, c'est bon. Et là, vous aurez le champ libre pour continuer à partager ce que vous avez à partager. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on va continuer. Un plan B. Je l'ai dit indirectement en avant quand je parlais de préparer une histoire, préparer un pont avec votre auditoire au cas où éventuellement on vous présente dans votre vulnérabilité ou bien au cas où il y a un problème avec le matériel, le micro ou l'environnement, la logistique, au cas où vous ayez des problèmes, quelque chose vous empêche de commencer, vos slides, vos présentations ne passent pas, voilà, des choses comme ça, il faut toujours prévoir un plan B. Et dans les plans B, il y a notamment prévoir des histoires comme ça. Déjà, imaginez en avance des histoires, des ponts entre vous et puis l'auditoire avec lequel vous allez partager, ou bien, voilà, en majeure partie, pour moi, en tout cas, ce sont des histoires en lien avec mon expérience, voilà, si je peux le dire ainsi, quoi. Et vous avez déjà rencontré ce genre de situation? Vous êtes arrivé, par exemple, vous avez prévu de projeter, mais arrivé sur les lieux, il n'y avait pas de projection ou possibilité. Vous êtes déjà arrivé Ah de oui, l'autre. ah oui, ah oui. Je me souviens, il y a 2 ans de cela, en 2019, je donnais des sessions de développement personnel à des collégiens dans une école de la place. Et donc, j'avais prévu faire une projection, mais malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas de courant à l'école. Et en allant, j'avais déjà pris le soin d'imprimer toute ma présentation. J'avais imprimé ma présentation, j'avais, je crois, 20 slides, 20 ou 15 slides comme ça. J'ai imprimé et je suis allé à l'école. Et malheureusement, il n'y avait pas de courant. Et j'avais quand même mes slides. Et étant donné que je n'utilisais pas beaucoup de texte, hein, ce sont des collégiens, donc toute la littérature, ça ne les intéressait pas. J'avais des images pour élucider ce que j'avais à partager. Et donc, pendant la session, j'ai utilisé mes imprimés simplement, que je défilais, je montrais aux collégiens, je défilais, et voilà. C'était ça mon plan B. Et j'ai reçu une question qui va peut-être de pair. C'est Oui. Taki qui me l'a posée. Elle dit, est-ce qu'il est obligatoire de maîtriser par cœur son sujet lors de la prise de parole en public? Maîtriser par cœur, je dirais non. Parce que quand j'entends maîtriser par cœur, j'entends mémoriser, hein, connaître tous les recoins de son discours. Non. Il est important plutôt d'avoir comme des bullet points, un peu d'anglicisme hein, en moi. Ou je sais pas. Toi aussi, tu as parlé en anglais, là. Une structure, quoi. Voilà, une structure, des jalons dans ton discours.
tu dois avoir une structure comme ça dans ta tête, te dire, oui, bon, le premier point, ce sera ceci, le deuxième point, ce sera celui-là, le troisième point, ce sera celui-ci. Et une astuce que j'ai apprise chez Toastmasters, hein, qui nous apprend la prise de parole en public, c'est de visualiser son discours. Imaginez-vous, par exemple, dans une maison, dans la maison, il y a le balcon. Ensuite, en entrant, vous entrez dans le salon. Et après le salon, vous arrivez dans un couloir. Et au couloir, vous avez une de mentale, cette vision. Oui, c'est bon, ça a été? Oui, là, c'est bon, oui, c'est bon. Vous avez cette vision. Ok, vous avez cette vision mentale de votre maison et loger chaque chapitre, chacun des points de votre discours dans chaque compartiment de la maison. Par exemple, l'introduction, vous allez la mettre au balcon. Le développement, peut-être qu'il s'agira de parler, bon, je ne sais pas ce qu'on va dire, quel sujet on peut prendre. Je ne sais pas, je ne suis pas très inspiré. Mais bref, dans le salon, vous allez mettre des sujets, hein, vous visualisez cela. Vous mettez un titre et vous visualisez cela dans le salon. Et après, ben vous allez dans la chambre, vous allez mettre un autre sujet, dans le balcon, un autre sujet, dans la douche plutôt, un autre sujet, et dans le couloir, un autre sujet. Donc, vous visualisez cela dans votre tête. Et quand vous serez devant, que vous ayez vos notes ou pas, vous serez à même, dans la mesure du possible, de vous resituer. Ou bien si vous êtes déstabilisé à un moment donné de votre discours, juste cette capture d'écran, cette snapshot, cette capture va vous revenir en esprit et vous pourrez replonger dans le cœur même de votre sujet. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est possible, pendant qu'on arrive, on arrive parfois à voir, je prends un exemple, j'avais prévu avoir, parce qu'il y a des moments où on se trompe sur son public, par exemple. On se dit que j'aurais peut-être des jeunes de 18 ans, des grandes personnes de 25 ans et puis plus. Et j'arrive là, je trouve les adolescents, parfois les moins de 25 ans. Est-ce que c'est possible de changer son message à l'instant T quand on parle de plan B? Est-ce que c'est possible de changer à cet instant son message ou on devait forcément changer avec ce qu'on avait? Oui, parfaitement. Parfaitement, oui, oui. C'est possible que vous puissiez changer votre discours. Si, par exemple, vous n'aviez pas bien évalué votre audience, vous êtes parti avec un a priori sur votre audience, vous avez préparé votre discours par rapport à ce que vous croyez connaître de votre audience et arrivé sur le terrain en posant 2-3 questions, vous réalisez que votre audience est largement au-delà. Disons, on n'a même pas besoin d'écouter ce que vous avez partagé. Vous pouvez changer votre discours, passer à autre chose. C'est possible. Je l'ai fait une fois, j'étais invité à un after work avec Tanguy, Merlin Louindoula, Dorian et d'autres. J'étais à un after work et j'avais dû changer mon intervention séance tenante. Bon, parce que oui, je n'avais pas imprimé assez des supports de ma présentation. Okay. Et je ne pouvais pas aussi la présenter. Je ne pouvais pas faire la présentation. Donc, je me disais que j'avais une affaire de 10 minutes. On a dit non, que je n'avais que 3 minutes. Et voilà, il fallait tout changer. Il fallait revoir ce que j'avais à dire. Et voilà. Donc, au lieu de parler, par exemple, de quelque chose de très didactique, au lieu d'être très didactique sur un sujet donné, j'ai dû simplement partager mon expérience professionnelle. Et de cette expérience, j'ai juste extirpé 2-3 leçons que je pouvais partager aux participants qui étaient là, dans le management et puis dans le contrôle, quoi. D'accord. Maintenant, c'est possible. Voilà. C'est très important d'être flexible, hein, surtout dans la prise de parole en public. Voilà. D'accord. OK. On va prendre un autre point. C'est celui de se concentrer sur le sujet. C'est très important de se concentrer sur le sujet. Des questions pourront surgir pendant votre intervention qui vont vous éloigner largement du sujet, mais posez-vous toujours la question, pourquoi je suis ici? Quel est le thème
de mon intervention? Quel est mon sujet d'intervention aujourd'hui? C'est très important. Posez-vous toujours la question pourquoi. Ou bien après un moment d'égarement, ça peut arriver, hein, après un moment d'égarement, la caméra tombe, le micro s'abîme, ou bien quelque chose vous distrait, vous fait perdre le fil d'idée. Ça peut arriver en tout cas. Reposez-vous la question pourquoi je suis ici? Voilà, cette réponse, la réponse à cette question va vous aider à vous recentrer sur votre sujet et à poursuivre votre intervention. Wow. Wow. Voilà. Une expérience dans ce sens, Kéban? Moi, sur la concentration du sujet, sur le sujet beaucoup plus, il m'est arrivé de me perdre carrément. Je parlais d'une autre chose, surtout au niveau des questions. Parfois, on reçoit des questions qui nous sortent carrément du contexte de ce pourquoi on est arrivé ou ce pourquoi on expose. Et parfois, on n'arrive plus et pour revenir sur le sujet, ça devient difficile. Dans ce sens-là, c'est arrivé. On arrive, par exemple, je parle sur l'entrepreneuriat et on commence à me parler, exemple, de la communication et puis je disparais carrément du sujet de base, quoi. Ça arrive pas, quoi. Oui, je vois, je comprends. Oui, c'est malheureusement, des cas comme ça arrivent, malheureusement, il faut pouvoir s'en sortir, quoi, sans défaire. Et surtout, n'ayez pas peur, hein. C'est vous qui êtes devant, c'est vous qui parlez, c'est un peu vous qui tenez les rênes. Donc, vous pouvez dire, bon, ok, nous avons parlé de cela, revenons à notre sujet. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini la réponse, dites par exemple, revenons maintenant à notre sujet principal. C'est une phrase, quoi. Revenons à notre sujet principal. On ne vous en voudra pas pour cela. Ce n'est pas méchant, c'est simplement légitime et normal. Est-ce que c'est possible de dire que, par exemple, moi, il m'arrivait des fois, on me pose une question, je dis, ça ne fait pas partie de mon sujet et j'aimerais vraiment pas m'attarder là-dessus. C'est possible de refuser de répondre poliment à une question dans ce sens? Oui, c'est possible de poliment refuser, mais attention encore aux expressions, hein, parce que souvent, nous frustrons notre auditoire. Ok. Par exemple, je me mets dans cette situation. Oui, je vois que vous maîtrisez parfaitement le sujet que j'aborde. D'ailleurs, votre question va largement au-delà de la question pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Je me proposerai de répondre à cette question lors d'une autre intervention ou bien à la fin. Mais pour l'heure, vu la profondeur, vu la complexité de la question, je vous demande la permission de terminer d'abord l'intervention présente et à la fin, nous allons aborder le sujet. Ou bien lors d'une prochaine intervention, lors d'un prochain live, lors d'une prochaine conférence, avec la permission du modérateur, nous pourrons aborder maintenant spécifiquement cette question. Voilà. Là, en parlant comme ça, je ne suis pas sûr que l'autre se sentira frustré. Au contraire, vous lui aurez donné de la valeur, vous aurez donné de la valeur à sa question et c'est important. Certains orateurs font comment je vais dire ça, la fâcheuse habitude de balayer d'un revers de main certaines questions. Non, c'est pas bien, quoi. Mettez-vous à la place de l'autre. Imaginez-vous, vous prenez votre courage, parce que oui, même dans l'auditoire, ceux qui osent poser des questions, ah oui, c'est aussi une preuve de courage, c'est aussi une marque de courage, hein. Ah oui, hein. Ah oui. Ah oui, ils lèvent la main, ils veulent poser une question, donc ils ont pris leur courage pour poser la question, et vous de là-haut, vous balayez d'un revers de main leurs questions, vous les humiliez. Non, c'est pas joli, c'est pas bien. Wow. Parlez avec manière, quoi, et puis poursuivez votre intervention. D'accord. Voilà. En théorie, j'ai fini avec les petites astuces que j'avais à partager. Donc, mes contacts sont là. On va peut-être recevoir des questions si... J'ai reçu une question, je vais essayer de fouiller. J'ai reçu une question toujours de la même personne qui me posait sur la prise de parole. WhatsApp, on aurait pu les afficher. Par WhatsApp, on aurait pu afficher, hein. Dommage. Désolé. Il dit, j'aimerais savoir, ou plutôt apprendre comment me tenir en public. Comment me tenir en public? Bon, lors de mes précédents, dans l'une de mes formations en ligne sur WhatsApp,
J'ai fait savoir que la prise de parole en public ne commence pas lorsque vous êtes seulement devant 15, 20, 30, 200 personnes. Non. Le fait déjà d'être en one-to-one, Mhm. oui, je suis revenu. Je crois que j'avais une coupure. On est ensemble là? Bien ensemble. D'accord. Donc le fait déjà d'être en duplex avec quelqu'un, quand vous parlez avec une seule personne, c'est déjà une prise de parole en public. OK. Donc vous devez déjà prendre cela au sérieux. Surveillez votre langage, surveillez votre tenue, surveillez votre vestimentaire. Toutes ces choses, vous devez déjà les surveiller lorsque vous êtes en one-to-one, déjà. Et lorsque vous serez avec plus de personnes, ben, les choses seront déjà normales pour vous. Vous pourrez déjà plus facilement vous exprimer, quoi. Voilà. Vous pensez que c'est une faculté qui soit innée ou il y a des personnes qui sont nées pour être vraiment bons dans la prise de parole en public et d'autres non? Vraiment, vous... Non. Certains disent oui. Pour certains, la prise de parole en public est innée. Pour d'autres, non. En réalité, non. La prise de parole en public est une compétence. Elle est une compétence, elle s'apprend, on peut la cultiver, on peut devenir un grand orateur en travaillant. Voilà. Il y a des techniques, il y a des exercices qui peuvent nous emmener à nous améliorer, tout en gardant notre identité, en gardant notre caractère, notre comportement. Nous pouvons exceller dans la prise de parole en public. Ce n'est pas inné. C'est vrai, il y a des gens qui ont des prédispositions, qui sont très extravertis depuis leur enfance, qui parlent beaucoup, qui ont le contact facile avec d'autres. Voilà, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas moins dire que non. Pour la petite histoire, j'étais très timide, moi-même, qui vous parle. Bon, même peut-être maintenant, je suis un peu timide. Hein. Certains identifient la timidité en moi. J'étais très timide. J'avais du mal à m'exprimer devant des gens. En tout cas, la gorge serrée, le bégaiement, les tremblements, le cœur boum, boum, boum quand il fallait s'exprimer. C'était vraiment commun chez moi. Mais la profession, le métier me forçait d'être devant des gens Mhm. constamment. Il fallait que je m'exprime devant mes collaborateurs. Tantôt, ils étaient une dizaine, tantôt, ils étaient près de 70, 60. Il fallait m'exprimer devant eux. Il fallait former mes collaborateurs. Il fallait... Voilà, toutes ces choses m'ont emmené à me jeter à l'eau, à me développer et voilà, à être un meilleur orateur. Et aujourd'hui, à partager avec d'autres des astuces, aider d'autres à devenir de meilleurs orateurs comme moi-même aussi. Wow. Voilà. Mais est-ce que il vous est arrivé de planter lors de certaines prises de parole en public, genre tout on était déjà expert, vous savez que vous rentrez chez vous, vous dites que j'ai pas été vraiment à fond. Vous avez vraiment envie de corriger Euh, des choses ou quoi? D'accord. Bon, et puis bon, déjà une chose, hein, Oui. l'expertise dont tu as fait mention là, c'est vraiment relatif. C'est vraiment, vraiment relatif. Hein, expert dans la prise de parole en public, je m'exprime bien, d'accord, mais je reconnais qu'il y a des gens qui s'expriment beaucoup mieux que moi, des gens de qui j'apprends aussi. Je continue d'apprendre. Oui, pour répondre à ta question, oui, je me suis planté souvent, je me suis souvent planté. Ça, c'était au début. Bon, j'ai vraiment du mal, je fouille dans mes souvenirs. J'ai vraiment, 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 vraiment du mal à, à me retrouver. C'est tellement lointain. C'est tellement lointain, mais bon, je ne sais trop comment dire. Mais je sais que j'ai eu à me planter et puis je suis revenu forcément sur le terrain, quoi. On a une question. Comment agir quand il y a des mots qui nous échappent pour mieux exprimer notre pensée devant un public? Des mots qui nous échappent. Donc ça veut dire qu'on a peut-être un lexique limité. Il faut trouver des synonymes Mhm. ou bien commencer à raconter une histoire. Commencer à raconter une histoire. Chemin faisant, vous allez trouver le mot. Le mot adéquat va lui-même s'exprimer, quoi. Euh, vous êtes un informaticien, vous voulez parler de programmation à des gens,
voilà, vous cherchez des mots, des algorithmes et tout, ben, commencez à raconter une histoire, trouvez des images avec des images par lesquelles votre auditoire s'identifie. Souvenez-vous, un peu en avant, j'ai parlé des ponts entre vous et votre auditoire. Le plan B, le fameux plan B, ça sert aussi à ça. Au cas où vous êtes bloqué, vous pouvez ressortir ces petites histoires, vous les racontez, mais pendant que vous les racontez, étant donné que ce sont des histoires que vous maîtrisez, vous avez comme une image mentale de ces histoires, vous les racontez, mais en background, en arrière-plan, pour garder le langage informatique, en arrière-plan, vous réfléchissez, vous cherchez les mots adéquats, le mot adéquat pour exprimer ce que vous voulez exprimer au départ. Et dès que vous l'avez, ben, vous quittez votre histoire et trouvez un pont pour poursuivre ce que vous vouliez donner comme explication. Wow. Voilà. En tout cas, c'est une astuce, bon, pour moi, qui marche, qui marche. Vraiment, les plans B, ça aide, ça aide. Ça peut être, par exemple, lancer une blague ou bien lancer une vanne. Mais blague aussi, encore, c'est relatif. Blague, il faut vraiment connaître son auditoire. Vous allez raconter une chose qui vous fait rire, vous, mais du point de vue culturel, par rapport à l'auditoire, faut faire attention. Voilà. Donc, dites quelque chose, vous renvoyez la balle à l'auditoire va répondre, va rigoler, on sera un peu distrait, mais vous continuez de travailler en arrière-plan, et dès que vous retrouvez le mot adéquat qu'il faut, dis-là, dès que tu retrouves le mot adéquat, ben, tu reprends maintenant la parole. Tu peux encore une fois employer l'expression. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Je disais tantôt, et voilà, tu introduis ton sujet. On peut pas demander à se faire aider par le public. Par exemple, je dis quelque chose, je dis, au fait, qu'est-ce que j'aimerais dire? On donne une explication à la chose et le public nous balance le mot. Ça, on peut pas le faire, c'est pas professionnel. Oh, au contraire, au contraire. C'est quelque chose de bien que j'encourage. Ce serait bien aussi voilà, pendant que vous parlez, ça montre aussi quelque part votre authenticité. Oui. À défaut de cacher, vous pourrez aussi le montrer. Montrer que oui, vous êtes un homme, vous avez aussi quelques limites et que l'auditoire peut aussi participer à votre discours. Par exemple, vous expliquez la chose, oui, bon, c'est ceci, voilà comment ça se présente. Est-ce que quelqu'un de la salle sait de comprendre de quoi je parle? Quelqu'un peut me donner le mot exact, s'il vous plaît, je n'arrive pas à me retrouver. Quelqu'un va dire le mot. Ah oui, c'est bien ça. Vous pouvez même inviter les autres à applaudir pour cette personne et vous poursuivez votre talk. C'est aussi une option. N'avalez pas cela, voilà. L'erreur serait d'avaler cela, de garder cela pour vous-même. Et voilà, et de stresser, de paniquer. Ah oui, mais comment j'ai pu oublier? Vous allez commencer à vous condamner alors que vous êtes en train de vous exprimer. Non, ne faites pas ça. Soit passer au plan B, raconter l'histoire, ou bien, ce que tu viens de partager là, c'est aussi très bien, inviter l'auditoire à participer, à répondre à la question. Voilà. Ça c'est vrai. Par contre, moi, je rencontre des gens qui ont comment je peux appeler ça, des tics, qui créent parfois des stress ou qui peuvent prouver que la personne stresse. Il y a des gens qui ont quand même des tics assez visibles. Ça peut être des mots. Moi, j'ai un frère, par exemple, quand il parle, il est tout obligé de dire l'autre là, l'autre là, l'autre là, l'autre là. Et comment on gère ça à ce moment-là? Par exemple, il parle, à un moment, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dire, mais attendez, quand je parle, vous voyez l'autre là, parfois, le public ne sait pas ce qu'il veut dire. Lui, il se dit qu'il est en train de dire quelque chose, mais il bourre ça de l'autre là, et il n'est pas le seul à avoir ce genre de truc. Comment faire pour gérer vraiment ce genre de situation? Bah, c'est bien dommage, mais on stage comme ça, sur l'estrade, c'est pas évident. Comme tu le dis, ce sont des tics, ce sont des mots ou des gestes inconscients que nous faisons. Là, c'est notre subconscient qui agit, ce n'est pas nous. Nous sommes en mode automatique. Nous ne sommes même pas conscients que nous le faisons. Un moyen de guérir de cela, c'est de se réécouter soi-même. Moi, j'avais l'habitude de m'enregistrer avec mon téléphone. Et bien sûr, avant l'intervention, je disais aux amis, ben oui, bon, pour des besoins personnels, permettez-moi de pouvoir enregistrer ce que je vais partager.
si Saint-Eudes, bon, j'étais à Ecolab, hein, j'avais plusieurs fois fait des formations comme ça, j'ai dit aux participants que j'allais m'enregistrer. Et si ces enregistrements-là, c'était pour me permettre moi-même de me réécouter et d'identifier les endroits où j'avais besoin de m'améliorer, identifier aussi ces tics flagrants, en tout cas je dis flagrants pour notre auditoire, mais invisibles pour nous qui sommes devant. Wow. Ça c'est un moyen. Mais il y a aussi autre chose, bon, j'ai parlé de Toastmaster en avant. Toastmaster, c'est dans ces clubs-là, dans ces rassemblements, il y a des gens qui ont des rôles différents. Hein. Il y a quelqu'un qui doit donner un discours, il y a un autre qui est chargé de compter les hésitations, les aha, les mots, on appelle ça filler words, les mots de remplissage. Il y en a d'autres qui sont, qui sont chargés de chronométrer votre discours. Si on vous dit que vous avez, par exemple, 3 minutes pour donner un discours sur un thème précis, ben vous devez tenir dans ce temps-là. Il y a quelqu'un qui tient le temps, il y a quelqu'un qui compte les hésitations. Et celui qui compte les hésitations, bah, il va compter chaque fois que vous allez dire l'autre là, ou bien n'est-ce pas, ou bien je l'ai souvent dit là, je sais pas si tu l'as suivi, mais chez certains, tu fais pas attention, peut-être parce que tu le dis, mais il y en a qui font très attention au pendant que vous parlez, n'est-ce pas, bon, c'est très fréquent chez nous. Les gens se disent que ça donne du style à votre discours. Chez nous, bon, quand je dis chez nous, au Congo, chez moi au Congo, mais contrairement au style, ça pollue grandement le discours. Non seulement il allonge le discours, ce que vous auriez pu dire en 2 minutes avec les n'est-ce pas, tous ces ralentissements-là vont doubler votre temps. Vous allez passer à 6 minutes et ça pollue vraiment votre discours, quoi. Donc, pour revenir sur les Toastmasters, celui qui compte les hésitations, à la fin de votre discours, lorsqu'il faudra maintenant faire le rapport, va vous dire par exemple, voilà, Narcisse, tu as dit 14 fois « Wow. Et oui, ça va te choquer. Moi, j'étais compteur des hésitations une fois pendant une session. Ben, j'ai identifié plus de 20 de celui qui était ce jour-là l'évaluateur général. Puisqu'il devait beaucoup parler, plus on parle, comme on dit dans la parole de Dieu, hein, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà, donc en parallèle, celui qui parle beaucoup ne manque pas de trébucher souvent, quoi, de faire des erreurs, voilà, d'avoir beaucoup d'hésitation. Et donc, il avait eu plus de 20 heures comme ça, et c'était polluant pour son discours. Je lui ai dit, il a dit, ah, mais tiens, bon, ça se travaille, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on perd cela, qu'on enlève cela, mais ça se travaille, ça se travaille. Il y a une question, je ne sais pas si on peut... Alors, oui, une autre question. Oui, Adoriel Tati. Est-ce qu'être enthousiaste dès le départ de la prise de parole en public est l'un des moyens d'enlever le stress? Oui, je dirais oui, être enthousiaste, mais après, il faut garder cet enthousiasme-là pendant tout le discours. Hein. C'est vrai, quand l'avion décolle, on chauffe les moteurs, on atteint une certaine vitesse de croisière, on monte, et lorsqu'on est dans les altitudes, ben, wow, on plane. D'accord, on peut commencer comme ça, mais il faut vraiment garder le niveau, quoi. Il faut garder le niveau. Et ne pas trop en faire, surtout. Ne pas trop en faire. Je suis souvent des prédicateurs. Autant il y en a qui, dès le départ, se mettent à parler avec hardiesse, avec hargne. Ouais, le Seigneur dit, parle avec force. Même dans un environnement bien climatisé, la personne est pleine de sueur. Autant il y en a d'autres qui vont commencer normalement, commencer par les généralités, engager un langage conversationnel, parler de façon naturelle avec l'auditoire, et à un certain moment, lorsqu'il faudra insister sur des points, parler des choses vraiment percutantes, ben la personne sera enthousiaste. Voilà. Je l'ai dit un peu au début, pour combattre, pour gérer le stress, ayez un verre d'eau à côté. Bon, je ne suis pas stressé, hein, j'ai juste la bouche un peu sèche, comme je parle beaucoup. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Ayez un peu d'eau, merci. Ou bien, faites quelques mouvements. Quand vous êtes devant, marchez un peu, allez vers
marchez un peu, allez, revenez. J'ai partagé beaucoup d'astuces, trouver des amis dans la foule, raconter des histoires, des ponts, hein, trouver des ponts entre vous et l'auditoire. Dites des choses qui vont vous détendre et continuez votre discours. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes, surtout qui se perdent, par exemple, dans la prise de parole en public parce qu'ils aiment, comme vous avez dit, trop en faire. Moi, je connaissais des frères, surtout au niveau de le milieu chrétien, qui pensaient une bonne présentation dépendait, par exemple, du nombre de versets bibliques qu'on met dans la prédication, le nombre des mots assez forts qu'on met. Donc, je connais un frère qui mettait son discours de plein de mots. Et du coup, même toi qui parles français, tu te dis, mais le mot là, il trouve ça où? En plein discours, pendant qu'il parle, on fait le dictionnaire. Et après, c'est plus intéressant, quoi. Je vois. Il est important, en fait, tu le soulignes, hein, tu le soulignes. La prise de parole en public, ce n'est pas forcément. Ça va, j'ai quelqu'un lagging là, apparemment. Mais non, ça va. Ok, donc la prise de parole en public, ce n'est pas venir étaler ses connaissances devant les autres, forcément. Non, ce n'est pas venir étaler sa verve, ce n'est pas venir étaler sa sémantique, sa syntaxe, son vocabulaire. Ce n'est pas forcément ça. Quand vous vous tenez devant pour prendre la parole en public, c'est que vous avez un message à partager. Vous avez quelque chose à partager. Dites-vous que lorsque vous prenez la parole en public, vous venez offrir quelque chose aux autres. Et quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, vous ne voulez pas que ce cadeau soit compliqué. Vous ne voulez pas que ce cadeau soit bizarre, soit difficile à ouvrir. C'est même la raison pour laquelle, lorsqu'on emballe un cadeau, ben, le nœud, souvent c'est même juste un petit décor qu'on a mis au-dessus du cadeau qui peut s'enlever en un petit geste et puis le cadeau s'ouvre. Donc, la simplicité dans l'expression est vraiment importante lorsqu'on doit donner un discours, lorsqu'on doit communiquer. Bon, maintenant, si vous faites un concours d'éloquence, si vous êtes devant un auditoire averti, un auditoire donné, où on va voir celui qui a les mots les plus compliqués, ben, là, c'est différent. Dans la majorité des cas, quand on vous invite à prendre la parole quelque part, c'est parce qu'on a identifié en vous quelque chose qui pourrait être bénéfique pour d'autres. Donc, dites-vous cela. Le but pour moi, c'est de partager mon histoire, c'est de partager mon savoir-faire et je vais m'arranger à ce que mon message soit limpide, soit digeste, que des gens se retrouvent. Comme je vois un commentaire de Priscille, si on peut le mettre, Priscille, comme je vois un commentaire qui dit que oui, elle se retrouve dans ce que nous disons. Voilà, c'est ça l'important. Les gens doivent s'identifier à ce que vous dites. La prise de parole en public, ce n'est pas, je le répète encore, le but de la prise de parole en public, ce n'est pas venir étaler ses connaissances. Oui, je connais beaucoup. Ceux qui causent souvent avec moi, bon voilà, je me réfère un peu à une cadette qui disait, mais, oui, Yann Narcisse, souvent quand je lis tes statuts, je dois aller chercher le dictionnaire et tout. Oui, sur Facebook, souvent, il y a des publications que je fais pour des audiences précises. Ah oui. C'est à dessein que je le fais. C'est à dessein que je le fais. Je ne le fais pas pour impressionner les gens. Je le fais parce que je veux toucher certaines personnes. Il y a certains qui ne sont pas émus, qui ne s'émeuvent pas par certaines choses. Il faut leur donner des choses consistantes qui vont les emmener à réfléchir un peu. Et là, ils vont creuser, s'intéresser davantage. Et maintenant, je pourrais enfin leur présenter le message, quoi. Le message que je veux partager. Voilà. Moi, je pense ceci dit, pardon? Oui, ceci dit, juste une petite parenthèse encore. Ceci dit, je peux partager le même message à des auditoires différents. Oui. Voilà. Je me rappelle, j'ai beaucoup partagé sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ce qu'ils entreprennent. Les 7 habitudes que je me suis inspiré du livre de Stephen Covey, un grand orateur et auteur dans le domaine de la productivité, dans la gestion du temps et consorts. Donc, j'ai partagé sur ce sujet-là devant des mères, des filles mères hein, qui étaient désœuvrées. J'ai partagé cela devant des collégiens à une certaine époque. J'ai partagé sur ce sujet devant des entrepreneurs. J'ai partagé également sur ce sujet les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent devant des informaticiens. Mais à chaque auditoire, quoique le fond était le même, je m'arrangeais à adapter ce que j'avais à dire
pour que ces derniers captivent, comprennent et reçoivent ce que j'avais. Voilà. Oh. Donc, est-ce que, parce que moi, une fois, je me rappelle, on m'a invité à aller parler. La chose que je fais pour éviter des surprises, j'appelle celui qui m'invite, je pose des questions. Je lui pose des questions sur la tranche d'âge, les gens que j'aurai devant moi, ce qu'ils font dans leur quotidien. Est-ce que c'est possible de le faire tout le temps? Parce que moi, je vais pas m'inviter, en fait, je veux pas rencontrer des surprises où j'ai préparé un message très, peut-être compliqué. Et arriver là, c'est un public et ça prend quand même du temps de changer un message, de convertir. Est-ce que c'est possible de poser certaines questions à la personne qui nous invite à parler ou à la personne qui nous invite à intervenir à propos du public? Oui, dans la connaissance de l'auditoire, dans l'une de mes présentations encore, d'ailleurs, j'inviterai les autres à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai quelques sessions que j'avais partagées là-bas. Donc, parmi l'une des astuces que j'avais partagées, c'était de connaître son auditoire. Un des points, c'est important de connaître son auditoire. Et pour connaître son auditoire, vous pouvez, avant l'intervention, poser des questions à celui qui vous a invité, ou si vous connaissez 2, 3, 4 personnes dans l'auditoire vers lequel vous allez aller, n'hésitez pas de leur poser des questions. Maintenant, tu m'as dit que tu es devant le public et tu veux poser des questions. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Poser des questions, oui, bon, combien parmi vous? Par exemple, sur Excel, voilà, j'ai beaucoup partagé sur l'outil Excel. Il m'est souvent arrivé, avant de commencer mes sessions de formation, de partage, de dire combien parmi vous, par exemple, êtes habitué ou avez déjà travaillé avec des formules. Est-ce que quelqu'un est capable de faire une formule d'addition automatique des cellules sur une colonne? Voilà, juste avec une combinaison sur le clavier. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Je pose des questions comme ça. Et par rapport aux questions, aux réponses de chacun, ben je saurais, voilà, je saurais effectivement où se situe mon auditoire, quel est le niveau à peu près de mon auditoire, comment je peux ajuster mon discours à mon auditoire, ou bien quels sont les petits préalables que je peux ajouter à mon auditoire avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Okay. Important. Voilà. Merci pour le partage de la chaîne. Voilà. Ou bien en tapant Narcisse Kiwari, simplement. Narcisse Kiwari sur YouTube, ils vont pouvoir me retrouver. D'accord, je viens de mettre ça aussi. Narcisse Kiwari. Voilà. Ou bien juste Narcisse Kiwari tout court. Narcisse Kiwari tout court. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça marche. Moi, je crois qu'on est arrivé aussi à la fin, vu qu'il n'y a plus de questions. Mais pour le reste, je pense qu'il y aura des questions qui reviendront. J'essaierai de vous les envoyer quand ça arrivera. Oui. Quand ça reviendra sur en inbox, pourquoi pas. Oui, j'en ferai en inbox. Voilà. Je serai disposé à répondre. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est un privilège, un honneur de vous recevoir. J'espère juste que ce n'est pas la première et la dernière fois. Oh non, ce n'est pas la dernière fois. Je reviendrai encore une fois. Et aussi sur ma page aussi. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de le faire moi-même chez moi, mais je le ferai aussi sur ma page dans la mesure du possible. Et on reste en contact. C'était vraiment un plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Merci. Au revoir. En tout cas, merci à vous. Je vous remercie d'avoir suivi le live. N'hésitez pas de partager, de poser vos questions s'il y a. À très bientôt.